Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, Dinan ». Si vous n'aviez pas compris, le sujet de ce podcast est l'histoire médiévale de Dinan. Et c'est avec un grand plaisir que je vous emmène avec moi, au cœur de mes recherches, pour mieux connaître l'histoire de la Bretagne et plus précisément l'histoire de la ville de Dinan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite m'interroger sur la Bretagne avant la féodalité. D'où viennent les Bretons? Qui sont les Bretons et qu'est-ce qu'ils font là? L'origine des Bretons fait encore débat. Il n'y a pas de consensus d'établi. Les recherches sont toujours en cours. Je suis allée à la rencontre de Maxime, passionné par cette période, qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans toutes ses interprétations. Les Britons, ils viennent de Grande-Bretagne, de la province de Britannia, donc de Bretagne romaine. Nous sommes au IIIe siècle. L'Empire romain s'effondre, un pouvoir central qui s'étiole et la multiplication des raids germaniques aux frontières. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, car ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il se passe en Armorique. Les raids côtiers germaniques sont nombreux, l'Empire fortifie le territoire comme nous pouvons le constater aujourd'hui à Nantes, Rennes, Vannes et Brest. L'Empire organise l'arrivée de troupes pour défendre l'Armorique. 40 000 hommes, dont un certain nombre venant de Britannia romaine. Les Romains ont mis en place donc tout un plan de défense de la Manche face à certaines pirateries qu'il peut y avoir entre Saxons, Jutes, etc. Les Romains installent des Britons en Armorique. Donc ça, c'est le tout début d'installation de Britons en Armorique. Même s'il y avait visiblement des liens déjà assez anciens, commerciaux, peut-être politiques, ça c'est encore autre chose. Anglo, Saxons, Jutes, des peuples germains qui se rendent en Grande-Bretagne. Ils affrontent les Britons et ces derniers sont obligés de se replier. Ceci expliquerait en partie qu'à partir du 5e, 6e siècle, il y aurait eu différentes vagues de migration successives de Britons en Armorique. Donc en fait, à la fin de l'Empire romain, on a des Angles et des Saxons qui prennent de plus en plus de territoire et ils s'installent de plus en plus. Il y a plusieurs batailles qui succèdent entre les Britons et les Anglo-Saxons, enfin les Angles, les Saxons et les Jutes. Ils gagnent de plus en plus de territoire, d'ailleurs jusqu'à couper les différentes populations britanniques. Donc les Gallois, les Cornouaillais et plus au nord. On a à cette époque des migrations de Britons vers l'Armorique. Les Britons, ils arrivent en Armorique avec leur langue, une langue celtique. En Armorique, il y avait sûrement encore une langue celtique qui était parlée, mais en gros, elle était très fortement sur le déclin. L'arrivée des Britons a changé la donne. Le breton, c'est un peu dur de savoir de quand date la différenciation entre le breton et par exemple le cornique de l'autre côté de la Manche. En gros, le breton est parlé à cette époque-là jusqu'à Dole, descend jusqu'à côté de Rennes et va pas loin de Nantes. C'est l'expansion maximale de la langue bretonne, c'est 9e siècle en gros. Ils arrivent aussi avec leur version du christianisme, le christianisme celtique qui était pratiqué dans les îles et qui globalement est resté influent en Bretagne jusqu'à à peu près dans la même période vers le 9e siècle. Après, il disparaît purement et simplement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément majoritaires sur le territoire armoricain, mais en tout cas, c'est eux qui prennent l'ascendant sur les populations locales et ils importent aussi leur langue. On a donc le tout premier royaume fondé en Armorique par les Britons, donc le royaume de Domnonée, qui est peut-être à l'origine un double royaume, puisque donc on a aussi une Domnonée en Grande-Bretagne. Donc on a aussi des noms de rois qui correspondent, donc il est possible qu'à un moment donné, ce royaume soit sur les deux rives de la Manche en même temps. C'est original, peut-être un petit peu dur à contrôler, mais le fait est, donc il y a ce royaume-là, il y a d'autres royaumes aussi qui sont fondés. Les Britons, quand ils s'installent avec toutes les noms de villes en plou qu'on peut avoir un peu partout, Plou, Plé, tout ça. Donc c'est un système de paroisses primitives. Et donc on a tous les saints fondateurs de Bretagne aussi qui arrivent. On a donc toute cette population un peu légendaire, tous les rois légendaires de Bretagne. Nous sommes au IXe siècle. La Bretagne est constituée de plusieurs royaumes avec des chefs bretons différents.
La Francie, l'empire de Charlemagne, quant à elle, est découpé en 3, entre les fils de Louis le Pieux. Les petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire. Alors, Nominoé. Qui est Nominoé ? Ça, c'est une question qui est intéressante, ça. Nominoé, noble du pays de Vannes, potentiellement. Alors, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est sa famille, est-ce qu'il a une relation avec les autres rois de Bretagne, c'est possible, on n'en sait rien non plus. Est-ce que c'est un petit chef local, c'est une possibilité, en tout cas il fait partie de la noblesse bretonne, c'est-à-dire en fait ces chefs qui se perpétuent de génération en génération depuis l'arrivée des Britons en Armorique. Après, il y a un certain nombre d'hypothèses. Est-ce que ce serait un noble franc ? C'est quand même peu probable. Un noble du pays de Vannes ? Très probable. On a même qui disent qu'il serait du pays de Dinan, étant donné tout ce qu'il a fait pour Léon, notamment. L'abbaye de Léon a été fondée par Nominoé, en un sens, par des moines qui ont récupéré les reliques de Saint-Magloire, avec l'autorisation de Nominoé, qui leur a donc donné les terres de Léon. Le fait est qu'en tout cas, il est promu d'une manière ou d'une autre. Il réussit à prendre l'ascendance sur les autres chefs bretons, c'est une certitude. Il se retourne contre Charles le Chauve à la mort de son prédécesseur. Donc Charles le Chauve part en Bretagne dans la volonté de réprimer Nominoé, qui était assujetti à son prédécesseur. Et Nominoé, comme les autres chefs bretons avant lui, va utiliser plutôt des techniques de guérilla, puisqu'il est de toute façon inférieur en nombre face à Charles le Chauve. Après, peut-être que Nominoé a profité aussi du fait que Charles le Chauve, il est aussi en conflit avec les autres rois francs, qui sont en un sens héritiers de l'Empire franc. Peut-être que c'est pour ça que Nominoé a retourné aussi sa veste, dans le sens où il a peut-être senti que c'était le moment pour les Bretons de réussir à reprendre leur indépendance. C'est tout à fait possible. Après, c'est peut-être simplement une question de serment, c'est peut-être de l'opportunisme, ça peut être beaucoup de choses. Quand Charles le Chauve arrive en Bretagne avec ses troupes, Nominoé donc, lui tend un beau piège, puisqu'il l'entraîne vers des terrains marécageux, et embourbe la cavalerie franque. Les Bretons n'ont plus qu'à achever les survivants. Et Nominoé se fait sacrer Adol. Sacrer quoi ? C'est une bonne question. Roi, sûrement pas, puisqu'il ne porte pas ce titre. En tout cas, il n'est pas mentionné sous le titre de roi de Bretagne. Son fils sera nommé roi de Bretagne. Il aura le titre de roi de Bretagne. Le fait est que Nominoé est sacré Adol. En tout cas, il est reconnu comme étant chef des Bretons. Que Charles le Chauve lui reconnaît sa domination sur la Bretagne, ce qui est assez amusant quand même, puisque il ne contrôle pas le territoire, mais il reconnaît quand même un souverain. Par la suite, Nominoé poursuit... En gros, il poursuit les troupes de Charles le Chauve. Il veut poursuivre son... Il veut profiter de son avantage et il avance plus loin encore. Donc il récupère quand même le Rennais, puisque en fait le pays rennais appartient aux Bretons depuis Nominoé. Il meurt donc loin, à Vendôme. Avec la nouvelle de sa mort, Charles le Chauve prépare bien entendu une nouvelle attaque de la Bretagne. Et le fils de Nominoé s'y prépare, puisque au final, lui aussi malin que son père, choisit le lieu de la bataille. Et donc à Jetland, il prépare une embuscade. Et les troupes franques s'étalent, et Erispoé surprend les troupes franques. Les Bretons ont tellement l'ascendant sur les Francs que Charles le Chauve s'enfuit de nuit, sans prévenir personne. Il laisse son armée, son butin, tout ce qu'il peut avoir derrière lui, et s'enfuit. Milieu de la nuit. Le courage, mais surtout une belle victoire pour Erispoé, qui, profitant de ça, récupère le pays nantais, et surtout, en fait, le titre, puisque c'est la première fois qu'on a véritablement le titre de roi de Bretagne. Parce qu'autant on pouvait considérer Nominoé comme chef de guerre, potentiellement, ou il est notifié comme duc assez fréquemment, mais le fait est que son fils, lui, il a réellement le titre de roi. Devenant roi de Bretagne, Erispoé... il pense avant tout à sa succession, il pense surtout à ce qu'il va laisser derrière. Il a une fille, Charles le Chauve a un fils, et il se dit, pourquoi pas marier ma fille avec le fils de Charles le Chauve, et donc d'apporter la Bretagne en dot. Et ça là-dessus, ça va pas plaire à beaucoup de monde en Bretagne, surtout à son cousin Salomon, qui lui va essayer de faire pression sur les nobles bretons pour forcer Erispoé à abandonner ce projet. Il le fait pas. Salomon, sans autre moyen d'agir, va avec d'autres conspirateurs et assassine Erispoé dans une église, faisant d'ailleurs porter le chapeau. Salomon étant au final toujours en conflit, puisque il se fait sacrer roi lui aussi, mais il est toujours en conflit aussi avec Charles le Chauve, et il fait pression sur Charles le Chauve par l'intermédiaire de vikings, de mercenaires scandinaves, faut
faut être clair. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de préciser que les Vikings ne sont pas simplement des sortes de barbares assoiffés de sang qui viennent pour tout massacrer, prendre tout ce qu'ils peuvent et repartir. Globalement, leur but, c'est de réussir à amasser de quoi vivre et parfois de s'installer, comme ils ont pu le faire en Normandie. Très fréquemment, ils servent de mercenaires. L'Empire byzantin va souvent les utiliser comme mercenaires. Globalement, ils sont dans toutes les guerres en Europe, quoi. Salomon utilise les Vikings pour faire pression sur Charles le Chauve, et donc sans combattre plusieurs fois, il réussit à récupérer, à prendre pour la première fois, puisque ça n'a jamais fait partie avant ça des territoires sous domination bretonne, mais le Cotentin, l'Avranchin, et donc une partie du Maine. Salomon, il a plusieurs ennemis dans la noblesse bretonne qui, globalement, font pression sur lui pour qu'il abdique ou qu'il parte, quoi. Il a peu le choix, il finit par se réfugier donc, dans un monastère. En gros, ses ennemis finissent par venir demander à ce qu'il sorte. Il finit par accepter. Il se fait, lui aussi, donc assassiner devant le monastère, un petit peu comme il a pu tuer son prédécesseur dans une église, ce qui est, comme je disais, très amusant. Le destin. En fait, on a une sorte de guerre de succession qui s'enclenche entre Pasquetaine et Gurvand. Au final, donc, c'est leurs enfants, ces deux prétendants, qui, eux, vont récupérer, en gros, le pouvoir et le fardeau. Et donc, avec, pendant cette période-là, les Vikings qui, eux, essayent petit à petit d'essayer de grappiller un petit peu, de réussir à prendre des places. Enfin, c'est là où on en arrive à Alain le Grand et Judicaël. Se déchirent comme ont pu faire leurs parents pour le pouvoir. Mais il y a une chose qui change quand même, c'est justement le fait que les Vikings sont de plus en plus pressants. Nécessité fait loi se retrouve à être un petit peu dans l'obligation de s'allier pour réussir à se protéger de cette menace viking. Quand on a la ville de Saint-Lô qui est prise par les Vikings, Judicaël part avec une troupe pour aller libérer la ville. Seulement, il meurt dans la bataille et Alain le Grand se retrouve seul, héritier du royaume de Bretagne, donc roi de Bretagne à nouveau. Et il bat les Vikings à Questembert. C'est comme ça qu'on réussit à se débarrasser une première fois des Vikings. Malheureusement, ça durera pas. Alain le Grand meurt en 907. Après une vingtaine d'années de paix, différents chefs scandinaves apprenant la nouvelle saisissent ce moment de faiblesse et la mort de leur ennemi pour de nouveaux raids en Bretagne. Il n'y a plus personne pour tenir la Bretagne, en fait, véritablement. De par le fait, les Vikings, ils sont libres d'agir comme ils veulent. Les nobles bretons s'enfuient partout, dont d'ailleurs l'héritier d'Alain le Grand, en Grande-Bretagne, Alain Barbetorte. Alain Barbetorte, qui est réfugié à la cour du roi anglais Athelstan. Ça doit être le Wessex, si je ne me trompe pas. Donc pour faire un point rapide sur la situation en Bretagne à la période de l'occupation viking. Les Vikings, alors l'image qu'on a globalement, c'est qu'ils vont soit chercher à s'installer pour trouver des terres et une meilleure situation que chez eux, soit globalement piller et repartir. En fait, c'est un petit peu entre les deux, puisqu'en Bretagne, ils cherchent pas véritablement à s'installer, ils cherchent pas à créer véritablement un royaume. Il y a plusieurs chefs vikings qui vont régner sur la Bretagne. Je sais plus les noms, hein, c'est particulièrement nordique. Ils ont différents camps, différents emplacements, depuis lesquels ils profitent de la population locale et de tout ce qu'ils peuvent réussir à en tirer. Il n'y a plus aucun chef, il n'y a plus de résistance bretonne véritablement au début, puisque ensuite, par contre, s'installe véritablement en Bretagne une résistance intérieure face aux Vikings, ce qui est assez amusant. Ça, c'est un parallèle assez amusant que je fais, puisqu'on a quand même une résistance intérieure en Bretagne, partiellement dirigée depuis un chef qui se trouve de l'autre côté de la Manche. Alors, ça, c'est valable pour les 3/4 de la Bretagne, sauf en Pays Nantais, où là, ils s'installent. Ils s'installent réellement, d'ailleurs, ils transforment Nantes, ils en font une place forte, et ils colonisent le secteur. Ils ont strictement aucune résistance pendant un petit bout de temps, et au bout d'un moment, des Bretons s'organisent et essayent réellement de résister. On a l'abbé de Landévennec qui vient prévenir Alain Barbetorte à la cour d'Athelstan qu'il y a des Bretons qui résistent, qui veulent résister et qui veulent se libérer des Vikings. Avant ça, il faut préciser qu'au final, il y a une première résistance qui est matée parce que les Vikings, ils sont amis avec les Normands, installés à côté. Parce que pour le duché de Normandie, il n'y a rien de mieux que de voir d'autres Vikings s'installer à côté. Il y a une possibilité d'établir un pouvoir local ou de s'agrandir qui est absolument magnifique pour eux. Donc naturellement, ils interviennent pour aider les Vikings installés en Bretagne. Et donc le problème, il est là, c'est que réussir à libérer la Bretagne, ça veut dire aussi réussir à faire en sorte que les Vikings n'interviennent pas.
Alors, il n'y a pas énormément de traces, mais il y en a. On a en fait un accord qui est passé entre Barbe-Torte, par l'intermédiaire du roi de France, avec le Normand de l'époque. À nouveau, j'ai perdu le nom. L'objet de cet accord est tout simplement que lorsque Barbe-Torte débarquera donc avec ses troupes, lorsqu'il libérera la Bretagne des Vikings, les Normands n'interviendront pas. La contrepartie est tout simplement que le Cotentin devient normand. Donc Barbe-Torte, quand il a la nouvelle donc de cette résistance intérieure en Bretagne, naturellement, il débarque, il vient avec des troupes pour libérer la Bretagne des Vikings. Ce faisant, il bat d'abord les Vikings à Dole, puis part au niveau du camp de Péran, si je me gourre pas, à côté de Guingamp. Un certain nombre de batailles, il libère Nantes, un certain nombre de choses, et notamment la dernière bataille, c'est donc un 1er août à Trans-la-Forêt. 1er août 939, date d'importance, puisque au final, Barbe-Torte, c'est l'héritier du royaume de Bretagne. C'est le petit-fils d'Alain le Grand. Donc naturellement, il aurait pu devenir roi de Bretagne, mais il le fait pas. Pourquoi il devient pas roi de Bretagne ? Alors c'est une bonne question. Soit on voit assez fréquemment que la Bretagne serait trop faible pour redevenir un royaume. Peut-être un petit peu délicat à affirmer, parce que quand même la Bretagne est peut-être un des seuls endroits qui a réussi à se libérer entièrement des Vikings, ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon exploit. Donc dire que la Bretagne est trop faible pour être un royaume, je suis pas sûr. Dire qu'elle est trop petite pour être un royaume, ça a pas vraiment de sens. Alors l'autre interprétation, c'est aussi qu'on est au tout début des relations féodales. Et le titre de duc, il veut pas forcément dire la même chose que par la suite. En un sens, il est roi de fait. Duc en remerciement de l'aide qu'a pu apporter le roi de France, tout à fait probable. On passe d'un roi qui n'a prêté allégeance à personne à un duc qui va par la suite, durant les 500 prochaines années, devoir constamment jouer entre la puissance franque et la puissance anglaise. Donc c'est quand même une période charnière et très importante pour l'histoire de Bretagne. Ça vous a plu ? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne ? Alors n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt !